que je trouve extraordinaire dans les discussions provoquées par la rébellion agricole à laquelle nous assistons et qui s'étend à toute la France, c'est que les gens disent, quand je dis les gens, c'est les bourgeois, c'est les gens de médias, les gens qui causent, euh, tiens, c'est pas fini, ça continue. Et pourquoi est-ce que ça continue? Puisque l'épidémie, la fameuse dermatose bovine, est terminée. Ils ignorent, en disant ça, la profondeur, la gravité, peut-être le caractère ultime de la crise agricole que traversent les agriculteurs français et même pour une grande part européens. Cette crise a trois raisons majeures. La première, c'est le pacte vert. Pacte vert qui a été imposé par l'Union européenne en 2021 et qui prévoit beaucoup de choses pour empêcher le réchauffement climatique, à supposer qu'on puisse l'empêcher. C'est pas en cette saison qu'on a l'impression que c'est un problème grave. Et parmi ces mesures, il y a la destruction, la réduction de tous les élevages existants en Europe parce que les bovins sont supposés produire des pétulances qui rongent la couche d'ozone ou dans tous les cas qui contribuent au réchauffement climatique. Tout ça est très hypothétique. Non, réchauffement climatique, on peut en parler. Savoir s'il a une origine humaine ou animale, personne n'est sûr. Et en tous les cas, la conclusion qu'on en tire, c'est-à-dire la destruction de tous les élevages bovins, principalement, et un petit peu ovins, qui existent en France et en Europe, c'est la fin de toute une civilisation. Nous vivons depuis des milliers d'années en symbiose avec les bovins et les ovins. C'est que des gens qu'on peut supposer raisonnables aboutissent à ce genre de conclusions et veuillent les appliquer, c'est quelque chose de fou. Mais bien entendu, ça démoralise profondément nos éleveurs et si l'administration a été si sévère pour une épidémie qui était somme toute tout à fait bénigne, c'est pour habituer les esprits à l'idée de la destruction des élevages. Je donne un exemple, aux Pays-Bas, où ils sont plus disciplinés qu'ailleurs, dit-on, il y a un ministre, un premier ministre qui avait décidé de lancer l'opération et de détruire 50 élevages, 5000 élevages, pardon, avec du compensation, mais quand même, c'était pour commencer. Révolte des éleveurs, tous les tracteurs ont envahi les rues des Pays-Bas, puis la population s'est solidarisée et le Premier ministre en question, il a sauté. C'est pas, il s'appelle Mark Rutte, c'est pas inintéressant de savoir qu'il a été immédiatement transféré au secrétariat général de l'OTAN. Il va plus chasser les bovins, les vaches, il va chasser les Russes. C'est un danger. On attend qu'il y ait un homme politique français qui dise très clairement non, il est hors de question que nos prairies ne comportent plus de bovins, il faut dire que l'élevage bovin va continuer au niveau où il est aujourd'hui, voire à un niveau supérieur dans les années qui viennent. Ensuite, il y a les céréales. Des avantages considérables ont été consentis aux Ukrainiens pour qu'ils exportent dans le périmètre de l'Union européenne leur production. Céréales, œufs, volailles. Ils ont eu, ce sont pour moitié l'agriculture ukrainienne qui se trouve pas dans les zones de guerre, hein, qui se trouve plus à l'ouest. Ce sont les meilleures terres du monde, qu'on appelle en russe le Tchernosium, les plus fertiles du monde. Donc, elles ont été achetées pour moitié par des grands groupes internationaux, voire même des groupes financiers comme BlackRock, Bill Gates, Cargill, des groupes agroalimentaires comme Cargill, et c'est seulement environ 40% qui restent aux paysans ukrainiens. Ils ont eu des prêts considérables pour se lancer, de la Banque mondiale, de la Banque européenne de développement. Ils sont capables pratiquement de nourrir toute l'Europe, enfin disons la moitié de l'Europe, rien qu'avec ces terres et rien qu'avec une agriculture très très moderne, très rationnelle, incontestablement. Oui, ça aboutirait à la ruine
d'une grande partie de la production céréalière européenne. Deux pays particulièrement touchés, c'est la France, mais aussi la Pologne. D'ailleurs, les ardeurs qui existaient en Pologne pour soutenir les Ukrainiens dans la guerre qui se produit actuellement se sont un petit peu calmés. Les Polonais ont vu que tous ces avantages donnés à l'Ukraine étaient ruineux pour eux. Mais c'est une menace extraordinaire parce que si Poutine a dit qu'il voulait bien faire la paix avec l'Ukraine, à condition qu'elle n'entre pas dans l'Union, dans l'OTAN, mais il ne voit aucun inconvénient à ce qu'il entre dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ces productions à très bas prix, main-d'œuvre presque gratuite, terre presque gratuite, vont inonder notre marché et le ruiner. Vous avez ensuite, faut-il y revenir, parce que c'est un sujet tabou, mais un sujet essentiel, c'est l'euro. Qu'on le veuille ou non, on nous a raconté que l'euro protégeait l'Europe, il protège sûrement pas l'agriculture et l'élevage européen. Au contraire, les coûts de production étant ce qu'ils sont en France, ils sont toujours un petit peu plus élevés, ils ont tendance à monter un petit peu plus qu'en Allemagne ou que d'autres pays. Et les pays, les produits européens, au sein de la monnaie unique, cessent d'être compétitifs ou le sont de moins en moins. Et dès lors qu'on a instauré l'euro, la balance agricole franco-allemande s'est renversée. C'est-à-dire que depuis la naissance du marché commun en 1956, la France était excédentaire en matière agricole et les Allemands nous achetaient nos surplus agricoles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est inouï. Ce n'est pas des raisons qu'il faudrait approfondir, mais tant qu'on aura l'euro, ce déséquilibre ne va faire que s'aggraver. Il est assez curieux de constater que pour faire passer l'euro, François Mitterrand a fait appel à certains syndicats agricoles pour donner le coup de pouce ultime, parce qu'on n'était pas sûr que la monnaie unique allait être acceptée dans le traité de Maastricht. Mais ce fut le commencement d'un lent déclin que nous vivons aujourd'hui et dont périssent une grande partie des agriculteurs. Alors j'ai dit les trois sujets essentiels. On peut parler du Mercosur, qui est en voie d'être signé, hélas, parce que le président de la République est pour le libre-échange. Il est pour les idées de Bruxelles, il est pour les idées de l'Organisation mondiale du commerce, et il est pour l'ouverture des frontières. Donc il n'a rien fait véritablement pour empêcher que cette mécanique n'avance. Et le Mercosur, on pourrait le contrer en étant très très exigeant sur les importations. Il suffit de dire que la viande qu'on importera d'Afrique du Sud ou les bovins ne doivent pas être nourris aux hormones. Les libre-échangistes vous disent c'est pas possible de contrôler, etc. Je suis à peu près certain qu'il y a moyen de parer à cela. Le plus simple aurait été tout simplement de ne pas signer ce traité, parce que euh, à Bruxelles, hélas, il y a l'idée que le libre-échange est forcément une bonne chose. Forcément une bonne chose. Aujourd'hui, avec la politique de Trump, on voit bien que Trump, qui est en train de restaurer sinon l'économie américaine, du moins la balance des paiements américaine, qui n'a jamais été aussi peu déficitaire aujourd'hui depuis 40 ans. On voit avec Trump que le libre-échangisme bat de l'aile, et pas à Bruxelles, et pas à Paris. Voilà. Et cela au détriment de nos agriculteurs. J'ai vu l'essentiel. Je le rappelle d'ailleurs, puisque, s'agissant du traité avec le Mercosur, que le Parti socialiste a voté pour et que les socialistes, qui ont toujours été européistes et qui sont donc libre-échangistes, sont toujours pour les mesures les plus pernicieuses pour l'agriculture. Et comment nos agriculteurs n'auraient-ils pas le sentiment qu'il y a une volonté de destruction d'un héritage multiséculaire qui est l'agriculture française, même si aujourd'hui il n'y a plus que 2 ou 3% d'agriculteurs alors qu'il y en avait 30% à l'issue de la dernière guerre. Et tout ça s'accumule avec euh, grand fond d'hostilité. On sent une hostilité de cette immense bureaucratie qui gouverne aujourd'hui l'Occident. Les bureaucraties n'aiment pas les gens libres, n'aiment pas les hommes libres. Un paysan sous le ciel, avec la terre dessous, sa vache ou ses vaches, c'est un homme libre. La médecine libérale, ce sont des hommes libres. Euh, le citoyen avec son pavillon et son
jardin, sa famille, c'est un homme libre. Or, au forum de Davos, il a été dit qu'il fallait pousser progressivement les populations à vivre dans des immeubles collectifs. Et aujourd'hui, nous avons des lois en France qui interdisent pratiquement la construction de nouveaux pavillons familiaux aux portes des villes. Donc il y a cette hostilité à l'agriculture qui est une hostilité à la liberté, qui est une hostilité à l'homme quelque part. Et elle nous appelle à quoi? Elle nous appelle à combattre. Combattre et bravo à nos agriculteurs qui sont sur les routes et qui ont compris l'enjeu pour eux, parce que c'est véritablement s'ils perdent cette bataille, il n'y aura plus d'agriculture en France, il n'y aura plus d'élevage en France, et soutenons-les, puisque c'est pas seulement leur vie qui est en cause, c'est notre civilisation et notre civilisation, bien, nous y tenons.